Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être de l'autre côté de la caméra. Merci aussi de bien vouloir vous intéresser à un cas très particulier de la littérature française, celui de Christine de Pisan. Au cas où vous seriez surpris, étonné de voir apparaître ce nom, vous n'auriez pas tort, parce qu'en effet, Christine de Pisan est une grande inconnue, très oubliée jusqu'à il y a très peu de temps. Et on va voir un peu pourquoi. Pourquoi elle a été oubliée et pourquoi, surtout, on a tort de l'oublier. Christine de Pisan a été extrêmement célèbre au XVe siècle, autour de 1400. Elle a été reconnue comme une des grandes intellectuelles de son temps. Elle a été reconnue par tous les puissants de l'Europe, les rois, les grands personnages, comme une femme indispensable, une érudite, une conseillère. Et puis, à partir du XVIe, XVIIe siècle, elle est tombée dans l'oubli jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, elle tombe même sous l'opprobre d'un confrère universitaire, honte sur nous, Gustave Lançon, éminent critique littéraire, qui ouvre son cours de littérature française sur le Moyen-Âge en stigmatisant ces insupportables bas bleus, ces femmes qui se sont mêlées d'écrire. Depuis peu, Christine de Pisan est reconnue, retrouvée. Les universités américaines, toujours en pointe lorsqu'il s'agit de recherche sur le genre, sur la place des femmes dans la littérature et de la société, s'intéressent depuis quelques années à cet intellectuel. L'université française a mis les œuvres de Christine de Pisan au programme de l'agrégation de lettres modernes en 2017. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, ce n'est pas pourquoi elle a été oubliée, c'est pourquoi il est nécessaire de la retrouver, pourquoi il est nécessaire d'en parler aujourd'hui. Il y a au moins trois raisons. Christine de Pisan a été ce qu'on appelle une femme forte. Veuve à 25 ans, elle inaugure ce que beaucoup plus tard on appellera la résilience, la résistance aux conditions sociales. Christine de Pisan, veuve, décide de gagner sa vie, décide de devenir auteur professionnel, ce qui ne s'était jamais vu. On sort de l'époque des trouvères, des troubadours, on sort de l'époque des poètes de cour. Et elle va se faire auteure parce qu'il est nécessaire pour elle de gagner sa vie. Et puis, la troisième raison de s'intéresser à elle, c'est qu'elle a été une des grandes combattantes du féminisme. Voilà trois bonnes raisons de commencer maintenant à parler de Christine de Pisan. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire d'où vient ce nom, Christine de Pisan. Pisan, c'est la ville de Pise, d'où est originaire sa famille. Son père, ses ancêtres sont nés à Pise, et la famille émigre à Venise, là où naît Christine de Pisan, en 1365. Très peu de temps après, la famille émigre à Paris. Pourquoi? Eh bien, parce que le père de Christine de Pisan, qui a pour profession astrologue, non pas astronome, astrologue, est devenu suffisamment reconnu, important dans sa profession pour que le roi de France, Charles V, fasse appel à lui. On a beaucoup besoin des astrologues dans l'entourage des rois, dans ce haut Moyen-Âge, pour consulter les astres, mais aussi parce que, comme l'indique l'image que vous avez sous les yeux, ils sont en même temps arpenteurs, géomètres, parce qu'ils sont en même temps conseillers. On croit bien sûr que les étoiles ont une action sur la vie des hommes, mais on croit aussi à la capacité d'interprétation, à la capacité de réflexion de ces astrologues. Et donc, le père de Christine est appelé à la cour, à Paris, où il vient s'installer avec toute sa famille. Et sa célébrité est si grande que il a accès, lui, et donc la petite Christine, à toute la vie de la cour. Or, la vie de la cour sous Charles V, qui a été un des grands rois
de cette époque-là, c'est une vie intellectuelle. Charles V, on ne le sait pas assez, a été le créateur de la bibliothèque, ce qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale. Dans son château du Louvre, il y a une tour qui devient sa librairie, sa bibliothèque privée, où il rassemble les ouvrages les plus célèbres de son temps, et la petite Christine, qui est élevée dans ce luxe, dans cette réussite. Voilà une image de Charles V, revêtu de fleurs de lys avec la couronne royale et qui est en train de consulter des livres qu'il a disposés sur les lutrins autour de lui. Et donc la petite Christine de Pisan, au lieu de s'occuper, comme on le veut à l'époque, comme elle le dit elle-même, de Philas, hein, Christine de Pisan qui raconte sa vie, dit « Ma mère voulait me faire m'occuper de Philas, c'est-à-dire filer la laine, filer le linge. » Eh bien non, Christine a accès à la bibliothèque où elle va acquérir tout le savoir qui lui servira par la suite. Christine est née sous une bonne étoile, ce n'est pas un simple jeu de mots par rapport à la profession de son père, elle est née sous une bonne étoile aussi parce qu'elle bénéficie de la protection royale, parce qu'elle fait un mariage heureux, elle rencontre le jeune Étienne Castel, qui est, on dirait, un jeune prometteur, un haut fonctionnaire prometteur. Voilà. Lui aussi, Étienne Castel, il est dans l'entourage royal, il est secrétaire du roi. Elle se marie, on dirait aujourd'hui très tôt, à 15 ans. Non, c'est habituel à cette époque de l'histoire. Et tout va bien. On est jeune, on est beau, on a de beaux enfants, on est à la cour de France, on est placé sous la protection des plus puissants, et puis arrive ce que Christine appellera mutation de fortune. Alors, une précision, je vais être obligé d'employer un certain nombre de termes d'anciens français, de vieux français, je les traduirai, mais vous verrez que c'est encore tout à fait compréhensible. Mutation de fortune, changement de destin. En effet, en quelques années, autour de 1390, son père meurt, ses frères meurent, et surtout Étienne Castel meurt très jeune de maladie, et donc Christine de Pisan se retrouve à 25 ans veuve. Or, être veuve à cette époque-là est une malédiction. Rappelez-vous ce qu'on apprenait à l'école primaire, les chevaliers. Hein, les chevaliers devaient s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Pourquoi s'occuper de la veuve? Eh bien parce qu'elle est considérée comme sans appui, comme vulnérable. Et dans le cas de Christine de Pisan, la vulnérabilité est particulièrement cruelle. Pourquoi? Eh bien parce que le sort avait été trop bon pour elle et son mari. Et donc, les corbeaux, après la mort d'Étienne, se précipitent pour réclamer des créances vraies ou supposées, pour essayer de récupérer un peu d'argent. Et puis, comble de malheur, Charles V, le roi protecteur, meurt à son tour. Et nouveau roi, nouveau favori, moins de protection. Christine de Pisan se retrouve un peu plus seule, c'est-à-dire sans protecteur, avec 3 enfants à charge, avec une mère à charge. Elle a été expulsée du logement dont elle bénéficiait auprès du roi, à la cour. Et donc, à ce moment-là, quel choix lui reste-t-il? Elle a le choix de se remarier, ce que faisaient beaucoup de veuves. Elle a le choix de disposer d'une particularité juridique propre au Moyen-Âge qu'on appelait le renoncement à la communauté conjugale. Ce renoncement se pratiquait sur le bord de la tombe du mari qu'on venait d'enterrer. La femme, l'épouse, se défaisait de sa ceinture
à laquelle étaient rattachées les clés de la maison et sa bourse, les jeter dans la tombe et par ces gestes symboliques affirmer renoncer à la communauté conjugale, c'est-à-dire ne plus vouloir conserver le souvenir de son mari, se détacher de l'attachement qu'elle avait pour son mari. Et donc, le choix que va faire Christine de Pisan est un choix extrêmement rare, extrêmement courageux. Elle va décider de demeurer veuve, elle va décider de rester fidèle à la mémoire de son mari, elle va décider de continuer d'honorer l'amour qu'elle a eu pour Étienne Castel. Elle écrit elle-même, elle veut être, je la cite, le patron de la nef demeurée en la mer de naufrage. Elle veut à ce moment-là que la veuve prenne cœur d'homme. Non plus être la veuve éplorée, comme on peut la voir sur certaines images. Voilà la représentation de la veuve en noir, habillée de noir et qui verse des larmes. Et à côté d'elle, il y a la servante qui s'occupe de Philas. Les couleurs sont grises. Vous remarquez que les chandelles sont éteintes. Voilà le destin auquel Christine de Pisan entendait échapper. Elle veut se battre, elle veut gagner sa vie. Gagner sa vie parce que c'est une nécessité économique, je vous l'ai dit. Elle a 4 personnes à sa charge, 3 enfants et sa mère. Elle n'a plus de protecteur et donc elle va choisir un métier. Et le métier qu'elle va choisir, c'est un métier rare pour une femme, c'est écrire. Pourquoi écrire? Pourquoi écrire? Elle répondra elle-même à cette question. La première raison, c'est vaincre l'immortalité, vaincre la mort la mort et pas l'immortalité, vaincre la mort par l'immortalité de l'œuvre. Elle est une des premières dans la littérature française à avoir conscience que la littérature n'est pas simplement une distraction, c'est une manière aussi d'échapper à son destin, que la littérature c'est quelque chose de beaucoup plus important qu'un jeu, qu'on y engage sa vie et même au-delà de sa vie. Alors écrire, deux questions, quoi et comment? On va d'abord répondre à cette question, écrire comment, publier comment. Parce que c'est là aussi que l'originalité de Christine de Pisan va rapidement éclater. Christine de Pisan va en effet exercer le métier d'auteur avec un soin extrême apporté à la confection du livre. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un livre aux alentours de 1390? Je vous rappelle que l'imprimerie n'a pas encore été mise en pratique en Europe. Elle est connue depuis longtemps en Chine, mais pas du tout en Europe. Il faudra attendre Gutenberg beaucoup plus tard. Donc le livre, en 1390, c'est un travail de copiste, c'est un travail de moine. Voilà. On n'a pas naturellement de portrait de Christine de Pisan. Je ne peux pas vous montrer une photo ni même un dessin qui daterait de l'époque de Christine de Pisan. Tout ce que je peux vous montrer, c'est cette image qu'on peut commenter. Une femme en train d'écrire, bon, on peut supposer qu'on peut songer à Christine de Pisan, elle est en train d'écrire sur son recueil avec ce qu'on appelle un calame dans la main droite et dans la main gauche ce curieux instrument dont on pourrait se demander à quoi il peut servir et qui est en fait un couteau, un grattoir pour effacer, parce qu'on n'a pas non plus inventé le stylo effaçable au XVe siècle, pour effacer ce qu'on vient d'écrire lorsqu'on commet une faute ou lorsque le calame, qui est un roseau taillé, a un peu bavé. Voilà Christine de Pisan en train d'écrire. Alors, je parlais des copistes, je parlais de la manière de fabriquer un livre. D'abord, ça suppose le choix du papier. Ça suppose que pour un livre de luxe, on utilise la peau, et même en particulier la peau de veau, qui est plus fine, hein, de là l'expression le vélin. Quand on vous dit d'un papier qu'il est vélin, c'est un papier très fin.
On compose le manuscrit, comme on a vu Christine à l'instant en train de le faire, et puis on va le confier à des moines copistes. Les moines copistes qui produisent à peu près 2 feuillets par jour, parce que c'est un travail extrêmement long, extrêmement minutieux, qui met en pratique toute une technologie. Pour un livre de 200 pages, qu'on veut reproduire à 200 exemplaires, il faut compter une année entière de travail. Ça vous explique pourquoi le livre est un produit extrêmement rare et quelque chose de très cher. Or, Christine, qui entend gagner sa vie par la production de livres, elle a une idée très claire de ce qu'elle veut faire. Elle veut produire des livres destinés à être achetés par des mécènes, par de puissants protecteurs, des livres riches par leur contenu, bien sûr, mais riches aussi par la qualité bibliophilique, donc la qualité du papier, la qualité de l'écriture et bien évidemment aussi la qualité des enluminures. Alors, j'ai sauté une étape, je reviens un peu en arrière. Voilà un moine, un copiste au travail. Sur le lutrin en haut à droite de l'image, il y a le livre qu'il est en train de recopier avec à la main droite le calame, à la main gauche le couteau et tout le matériel, tout ce dont il a besoin pour reproduire petit à petit tous les 5 exemplaires. Donc Christine veut produire des livres susceptibles d'être achetés par les puissants. Les puissants, elle en connaît quand même quelques-uns, même si elle a perdu la protection du roi Charles V, à qui succède Charles VI, qui épousera Isabeau de Bavière, dont on reparlera un peu plus tard. Le roi Charles V avait des frères. Et donc les oncles du nouveau roi, Charles VI, il y a le duc de Berry, il y a le duc d'Anjou, il y a un certain nombre de personnages puissants qu'elle a connus, bien sûr, du temps où elle avait ses entrées à la cour de Charles V, et elle va s'efforcer de produire des livres suffisamment séduisants pour pouvoir les vendre à ses ducs. La possession d'un livre est en effet une marque de puissance, c'est un signe extérieur de richesse. Ne doutons pas que les ducs aient eu quelque éducation, qu'ils étaient capables de lire, du moins on le suppose, qu'ils étaient capables de s'intéresser à la littérature, mais je crois entre nous que la possession de quelques livres richement illustrés, c'était surtout une manière de montrer qu'on était quelqu'un d'important, de suffisamment important pour qu'on songe à lui dédier un livre. Et donc Christine, qui est très affûtée sur cette question-là, elle choisit très bien sa cible, elle va produire des livres destinés aux mécènes, des livres suffisamment riches et illustrés pour être vendus très cher aux puissants. Alors, je vous montre là à l'écran un exemple d'un des plus célèbres livres, non pas produit par Christine de Pisan, mais acheté par les puissants. Cette gravure est extraite des très riches heures du duc de Berry. C'est très célèbre en bibliophilie, les très riches heures du duc de Berry. Les heures, c'était un manuel de prière, celui qui contenait les prières que l'on devait dire à chaque heure de la journée, d'où son nom, les heures. Et les très riches heures, eh bien, c'est les heures, ce livre d'heures illustré par des miniatures, par des miniaturistes, par des enlumineurs que Christine va utiliser aussi, que Christine va choisir. Et je reviens un peu en arrière pour vous montrer celle-ci. Dans son travail d'enlumineuse, Christine de Pisan cite une certaine Anastase, ou Anastase, qui était la grande enlumineuse sur la place de Paris au XVe siècle. Et donc Christine dit d'ailleurs, elle était très célèbre, mais elle était très chère, il fallait la payer très cher. Donc Christine de Pisan produit des beaux livres, ce qu'on appelle le beau livre,
Voilà, je reviens aux très riches heures. Et elle va réussir à gagner sa vie. Par exemple, elle va pouvoir vendre un des livres qu'elle va produire, on va parler du contenu de ces livres bientôt, elle va pouvoir le vendre au duc Jean, un des oncles de Charles VI, un des frères donc du roi Charles V, l'équivalent actuel de 7 500 €. 200 écus de l'époque, grosso modo 7 500 €, une somme considérable qui va lui permettre de vivre et de faire vivre sa petite famille. Alors la question qui se pose, ce n'est plus comment écrire, mais quoi écrire? Que mettre dans ces livres-là? Il y a chez Christine une urgence, ça serait de dire sa douleur. Ça serait de coucher sur le papier cette plainte, cette blessure de la mort d'Étienne Castel, cette douleur de vivre, cette difficulté de vivre. Et c'est par là qu'elle voudrait commencer. Mais elle a une conscience tragique que ce n'est pas ça qui va se vendre. Et donc, dans la poésie de Christine de Pisan, il y a, si vous voulez, deux entrées, deux étages. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'œuvre alimentaire, l'œuvre qui va servir à vendre des livres, l'œuvre qui plaît, l'œuvre qu'on peut consulter à la cour, dont on peut s'amuser, l'œuvre susceptible d'être achetée. Et cette œuvre, c'est peut-être à celle-là que pensait justement Gustave Lançon, dont je parlais en commençant tout à l'heure, l'insupportable fatuité des bas bleus. Effectivement, si l'on songe à cette partie-là de la poésie de Christine de Pisan, c'est totalement illisible aujourd'hui. Ce sont des ballades avec deux L, c'est-à-dire des petits poèmes pour chanter l'amour, pour chanter la gaieté, pour discuter des cours d'amour, comment on compte Fleurette à la Dame de ses pensées. On peut trouver encore aujourd'hui, bien sûr, dans la collection Poésie Gallimard, on peut trouver ce petit livre qui s'appelle 100 ballades. Bon, vous pouvez les consulter, mais je ne pense pas que ce soit le plus important dans l'œuvre de Christine de Pisan. Elle le dit très bien d'ailleurs elle-même, cette poésie-là, elle ne peut pas plaire, elle est faite pour plaire, au contraire, parce que la véritable poésie, celle que Christine de Pisan voudrait pouvoir exprimer, elle n'est pas à la mode, elle ne plaît pas, elle fait partie de ce que Christine appelle les complaintes pleurables. Une très jolie expression pour dire cette douleur. Alors, je vais vous lire deux extraits dans la langue de l'époque, mais traduites si besoin, de ces complaintes pleurables qui font partie de la véritable poésie, de la véritable personnalité de Christine. Je ne sais comment je dure, car mon dolent cœur fond de tristesse, et je n'ose me plaindre ni dire ma douloureuse aventure. Ma dolente vie est sombre, rien hors la nuit je ne désire, je ne sais comment je dure. Et je dois, par couverture, chanter que mon cœur soupire et faire semblant de rire. Mais Dieu sait ce que j'endure, je ne sais comment je dure. Et puis voilà un autre extrait encore plus connu. Celette suit et Celette veut être. Celette m'a mon doux ami laissé. Celette suit sans compagnon ni maître. Celette suit dolente et courroucée. Celette suit en langueur mésaisée. Celette suit plus que nul égaré. Celette suit sans ami demeuré. Voyez cette douce plainte, cette sincérité, cette humilité dans cette confession. Je suis seul, je ne sais comment je dure, j'essaie de résister. Il y a là tout ce que la psychologie moderne appellera la résilience, c'est-à-dire écrire, se battre, arriver à parler, arriver à dire.
se battre en gagnant sa vie, se battre en se faisant connaître, se battre en réussissant à triompher de la solitude et de la langueur, eh bien Christine de Pisan va savoir le faire aussi en mettant une autre corde à son arc. Il y a la poésie, qui se vend relativement bien lorsqu'il s'agit de ballades et de dits d'amour, mais il y a aussi un autre genre littéraire très en vogue parmi les puissants, qu'on va appeler la littérature de conseil. L'œuvre académique. Tout le monde ne sait pas lire, ou tout le monde n'a pas le goût de la lecture parmi les puissants. Et donc, il est bon d'avoir à sa portée des petits livres qu'on appellerait dans cet affreux terme anglo-américain le digest, c'est-à-dire un raccourci, un manuel commode. Vous savez, la littérature pour les nuls, la sagesse pour les nuls, la philosophie pour les nuls. Eh bien, ce que Christine va faire, c'est écrire pour les nuls, c'est-à-dire des sortes de concentrés de sagesse, de concentrés de philosophie. Et si elle peut le faire, c'est que elle se rappelle des heures qu'elle a passées dans la bibliothèque de Charles V. Elle se rappelle qu'elle a eu accès aux livres les plus savants qui circulaient en Europe à l'époque. Et elle va décider aux alentours de 1405, pour donner quelques repères, elle a à ce moment-là 35-40 ans, elle va se mettre en chemin de longue étude. Elle va se mettre à se replonger dans les livres. Elle a probablement encore accès à la bibliothèque royale. Il est possible qu'on n'ait pas totalement interdit à Christine de Pisan de pouvoir consulter ses livres. Et elle va donc lire ces livres et elle va bénéficier tout de même d'un appui, d'un protecteur qui va s'intéresser à elle, un oncle du roi Charles VI, donc un des frères de Charles V, qui va lui commander une biographie du roi défunt, biographie de Charles V. Cette biographie, ça ne sera pas uniquement un travail de mémoire, ça sera un travail qui va permettre de mettre en exergue toute la sagesse de ce roi. Je dirais même que c'est une œuvre politique. On va faire un petit détour par l'histoire. On va se replonger dans l'abominable époque de la guerre de 100 ans, de Charles VI, le roi fou, d'Isabeau de Bavière, la traîtresse qui vendit le royaume aux Anglais. On va se replonger dans cette histoire sombre où les puissances déchirent ce qui reste du royaume de France. Écrire une biographie du bon roi Charles V, c'est rappeler aux puissants le chemin de la sagesse, c'est rappeler leur devoir, c'est remettre en circulation des idées qui ont été un peu trop galvaudées, abandonnées. Et cette biographie de Charles V va projeter Christine de Pisan sur le premier plan de la scène politique, puisqu'elle va apparaître comme une conseillère, elle va apparaître comme une observatrice de la politique actuelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui une essayiste. Vous savez, ces gens qui, en ces temps troublés, publient leurs réflexions. Au fond, on pourrait presque y voir une sorte de prévalence, une sorte de manière de s'affirmer. Et elle devient en quelque sorte précurseur des essais de Montaigne. Alors, ces conseils qu'elle donne, ils sont appréciés des rois, ils sont appréciés en Europe, à tel point d'ailleurs que le roi d'Angleterre fait appel à Christine de Pisan, achète les livres de Christine de Pisan, lui demande d'écrire tel ou tel livre de philosophie. Alors, dans cette littérature, illisible aujourd'hui aussi parce que ce sont des descriptions du monde tel qu'on le connaît, ce sont des conseils valables pour la politique de l'époque, mais ce sont des livres qui circulent, ce sont des livres qui font partie de
la richesse intellectuelle européenne aux alentours de 1400. Si on en restait là, dans la vie de Christine de Pisan, on dirait, voilà une femme qui s'est battue pour sa dignité humaine, voilà une femme qui a réussi à gagner sa vie, qui a réussi à intéresser les puissants de l'époque à une sagesse politique, et on pourrait presque considérer que ça suffirait à ne pas totalement l'oublier. Et pourtant, ça n'est pas tout. Car va s'ouvrir maintenant un nouveau chapitre dans la vie de Christine de Pisan, va s'ouvrir un nouveau propos qui va continuer d'asseoir la célébrité, la renommée de Christine de Pisan. C'est le grand combat féministe de Christine de Pisan. Un combat féministe qui va se décliner autour de 3 grandes batailles. Première bataille, l'affaire du roman de la Rose. Je vais en reparler. Deuxième bataille, l'affaire de la Cité des Dames. J'en reparlerai. Troisième et dernière bataille, l'appui donné à Jeanne d'Arc. Et oui, parce que Christine de Pisan a été la contemporaine de Jeanne d'Arc. Alors, on revient. Première bataille, l'affaire du roman de la Rose. Oh là là, une histoire très compliquée que je vais essayer de simplifier sans trop trahir la vérité. On part un peu en arrière. 1245, très précisément, paraît un des best-sellers de la littérature médiévale signé Guillaume de Loris, qui en 4000 vers va raconter le roman de la Rose. Alors, roman en vers, comprenez que c'est bien écrit en vers, mais en langue romane, c'est-à-dire l'ancêtre du français, le roman de la Rose. Ce Guillaume de Loris raconte l'histoire d'un poète qui est tombé amoureux d'une rose. L'image que vous avez à l'écran vous montre ce poète en position d'amour. Il a les bras croisés, il a la tête inclinée, et il est dans la douceur de son rêve, et derrière lui, il y a le petit dieu amour, avec sa flèche, vous savez, celui qu'on appelle Cupidon dans la mythologie, qui va lui envoyer une flèche qui va le faire tomber amoureux. Il est amoureux d'une rose. On est là, bien évidemment, dans le domaine du symbole. La littérature médiévale fonctionne beaucoup sur l'allégorie, sur le symbole. Et cette rose dont le poète est amoureux, il faut la mériter. Il faut la mériter en acquérant un certain nombre de vertus, de mérites. Il faut connaître les règles de l'amour courtois. Il faut se montrer prévenant, il faut se montrer serviable, il faut se montrer doux. Cette littérature courtoise, cette littérature de l'amour courtois, il faut la replacer dans son époque. C'est qu'en 1245, mes bonnes dames, l'amour, c'est plutôt l'amour brutal du chevalier, c'est plutôt l'amour brutal du mâle qui se soucie assez peu de douceur, de tendresse et de mignardise. Et si l'amour courtois a autant de succès auprès de la cour et des dames, c'est parce qu'il célèbre un idéal qu'on essaie de mettre en paravent contre la brutalité des relations entre les hommes et les femmes. Femmes battues, femmes violentées, femmes soumises, c'est plutôt ça la réalité. Et l'amour courtois est un beau rêve. Alors, revenons à notre poète. Notre poète amoureux, il célèbre l'amour courtois. Pour arriver à conquérir sa rose, eh bien, il va devenir une sorte de parangon de vertu, il va devenir une sorte de perfection amoureuse. Ce roman de la Rose, 1245, va connaître un énorme succès de librairie. Il va être lu, relu, commenté pendant tout un siècle, jusqu'à ce que,
en 1350. On s'approche de l'époque de Christine de Pisan, que je n'ai pas oubliée. Jusqu'à ce qu'en 1350, un chanoine qui s'appelle Jean de Meung, M-E-U-N-G, se met en tête d'écrire une suite. Ce qu'on appellerait dans l'affreux charabia franco-américain un remake. Il va vouloir refaire le roman de la Rose. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère, puisque son roman de la Rose à lui, ça n'est plus 4000 vers, mais 18 000. Et non seulement il réécrit le roman de la Rose, mais il va le trahir. Il va le transformer complètement. Ce que De Meung écrit, lui, c'est un contre-pied de l'amour courtois. J'expliquerai pourquoi il a pris le contre-pied de l'amour courtois. J'expliquerai quels sont le dessous des cartes. Quel est le dessous des cartes à ce moment-là? Mais d'abord, vous donner un aperçu de ce qu'écrit Jean de Meung à propos de l'amour. L'amour courtois, pour lui, ça n'existe pas. L'amour, pour lui, c'est l'assouvissement d'un désir bestial dont est responsable la femme. Le roman de la Rose, version Jean de Meung, c'est une démolition cruelle, méchante de l'image de la femme. C'est une démolition de l'idée de l'amour, c'est une mise en accusation de la femme, dont je voudrais vous citer simplement deux extraits, deux tout petits extraits. Pour lui, la femme ne rend l'homme amoureux que par fraude et cautèle, c'est-à-dire ruse, et deux vers que je vais vous citer et que vous vous empresserez comme moi d'oublier. Jean de Meung s'adresse à la femme et il écrit « Toute serait, est ou fut, de fait ou de volonté, pute ». Je vous laisse méditer sur cette chose-là. Alors, pourquoi Jean de Meung, en 1350, entreprend ce travail infâme de destruction de l'image de la femme? Eh bien, c'est que les données politiques, les données de l'histoire de l'Église ont changé. Au milieu du XIIIe siècle apparaît un théologien, un des pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, qui écrit un traité dans lequel il réévalue la place qu'il convient à donner à la femme dans le culte chrétien. Il réévalue la place de la femme dans le culte chrétien de telle sorte que ce qui, jusqu'à saint Thomas d'Aquin, conduisait à donner une place éminente à la femme, va désormais remettre la femme à une place inférieure. Jusqu'à saint Thomas d'Aquin, pensait que la femme a été considérée pendant des siècles comme un des moteurs de l'évangélisation. Rappelez-vous la litanie des grandes saintes. Je parle par exemple de Clotilde, qui a converti Clovis. Je parle de Geneviève, Sainte Geneviève, qui a sauvé Paris. Je parle de Blandine, qui a évangélisé Lyon. Je pense aussi au fait que les grandes cathédrales qui sont érigées entre le XIe et le XIIIe siècle, elles sont dédiées à Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres. Parce que le culte de la Vierge Marie, le culte de la femme est à ce moment-là mis en exergue. Et avec saint Thomas d'Aquin, les choses vont changer. La femme va devenir à ce moment-là, comment je dirais, l'explication du mal. On va en revenir à Ève et au serpent. On va en revenir à la vieille histoire de la femme responsable de la malédiction, responsable de tous les maux qui accablent l'humanité. Voilà ce qu'écrit saint Thomas d'Aquin
1225-1274, pour vous permettre de le situer. L'homme ayant été créé en premier, la femme lui est donc soumise. En 1380, prenant la suite de saint Thomas d'Aquin, un moine prédicateur écrit un obscur traité que je cite uniquement pour mémoire, qui s'appelle « De la plainte de l'Église ». Plainte de l'Église contre qui? Contre les femmes, mesdames, qui fait un catalogue des 102 vices que l'on peut reprocher aux femmes. Voilà. Voilà dans quel esprit, voilà dans quelle atmosphère délétère Jean de Meung réécrit le roman de la Rose. Voilà pourquoi il fait la critique de la femme. C'est elle qui est la responsable. L'amour, ça n'existe pas. Il n'y a que la mauvaiseté, la méchanceté des femmes dont il convient que l'homme se méfie. Méfiez-vous, messieurs, ne tombez pas amoureux, vous tomberiez dans les filets et dans les raies de la mauvaiseté féminine. Et Christine dans tout ça? Eh bien, Christine va se mêler de l'affaire et elle va écrire en 1405 un petit traité où elle va à son tour démolir Jean de Meung, où elle va... Bon, Jean de Meung est mort, donc elle ne s'en prend pas directement à Jean de Meung, elle va s'en prendre à un critique qui a pris la défense de Jean de Meung. Bon, c'est un peu une histoire à tiroir, si vous voulez, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que Christine va prendre parti dans l'affaire. C'est que Christine, qui se souvient tout de même qu'elle a écrit des ballades d'amour, qu'elle a fait des petits poèmes, qu'elle a pris la défense de la notion d'amour courtois, qui va se souvenir qu'elle-même, elle est encore amoureuse d'Étienne Castel et qu'elle a choisi de demeurer veuve par fidélité à son mari. Eh bien, Christine de Pisan va se mêler de l'affaire et elle va écrire un pamphlet contre ceux qui ont détruit le roman de la Rose, ceux qui ont sali le roman de la Rose. Et à son tour, Christine de Pisan va être attaquée. Vous voyez, on est en pleine polémique, hein, c'est tout à fait moderne comme affaire. On pense à ce qui se passe de nos jours, où l'un écrit, l'autre écrit contre celui qui a écrit, etc., etc. Et là aussi, un terme américain, on dit on fait le buzz. Voilà. Eh bien, Christine fait le buzz. Elle entre dans le combat, elle prend la défense de l'amour courtois. La cour de France, avec Isabeau de Bavière, prend fait et cause pour Christine de Pisan. Et là aussi, eh bien, il y a un dessous des cartes. Qui était ce Jean de Meung qui avait attaqué le roman de la Rose, qui avait détruit l'image de la femme? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un chanoine. Il fait partie de la Sorbonne. La Sorbonne, à l'époque, c'est une université chrétienne, une université catholique. Et l'université de la Sorbonne, elle voit d'un très mauvais œil Isabeau de Bavière, ses nombreux amants, sa mauvaise conduite. Les chanoines de Paris s'en prennent à la corruption, à la dissolution de l'atmosphère qui règne autour de la cour de France. Et donc Isabeau de Bavière, qui s'en prend à son tour aux chanoines de l'Université de Paris, c'est une manière pour elle de se dédouaner. Je vous l'ai dit, c'est une affaire extrêmement compliquée. On s'en tient simplement à cette idée. Christine de Pisan, veuve peut-être, se l'est peut-être, mais en tout cas, une sacrée combattante. En 1405, d'ailleurs, on organise une petite fête à la cour de France, une fête au nom du Dieu d'amour. Voilà, une petite fête. Une fête au nom du Dieu d'amour, ça peut évoquer, si vous voulez, un peu la cour royale. Et cette fête, elle a lieu le jour de la Saint-Valentin, en février, hein,
manière de vous rappeler que Saint-Valentin, ce n'est pas une fête moderne qu'on a inventée pour faire vendre de jolies cartes postales et de jolis cadeaux. Non, non, Saint-Valentin, ça existe depuis longtemps. Alors, j'ai parlé des 3 grands combats de Christine. Voilà pour le premier, l'affaire du roman de la Rose. Parlons maintenant du deuxième grand combat de Christine, la Cité des Dames. La Cité des Dames, c'est une œuvre que Christine va publier en 1405 et qui est basée sur cette idée qu'il faut célébrer les dames qui ont été des femmes fortes. La Cité des Dames, c'est une sorte d'encyclopédie des femmes puissantes, des femmes vaillantes, des femmes dont on doit garder la mémoire. Je résume très rapidement l'histoire. La Cité des Dames raconte qu'une poétesse, Christine de Pisan, voit un jour dans son sommeil lui apparaître 3 déesses. Bon, toujours l'allégorie, hein, c'est comme ça que fonctionne la littérature médiévale. 3 déesses qui sont la raison, la droiture et la justice. Et ces 3 déesses donnent mission à Christine de Pisan de construire la cité des dames, la cité idéale. Ces 3 déesses, elles vont donner alors mission à Christine de composer cette œuvre qui va consister, alors attendez, je vous montre d'abord cette image-là, voilà, Christine de Pisan allongée sur son lit dans sa robe bleue, à gauche de votre image, reçoit les 3 déesses qui sont à son chevet, raison, droiture et justice. À la droite de l'image, parce que vous savez que l'image dans l'enluminure médiévale, elle juxtapose une sorte de bande dessinée qu'on devrait lire de gauche à droite par vignette. L'image de droite vous montre la reine de la raison qui va conduire la construction. Et vous avez écrit en rouge, en plus petit, sous l'image, quelque chose qui est écrit en français de l'époque, que je vous lis. Le premier chapitre parle comment les vertus par lesquelles, dont le commandement fut fait à Christine et engendra le livre de la Cité des Dames. Bon. Donc, le livre est engendré par la nécessité de bâtir la Cité des Dames, et la Cité des Dames, eh bien, elle doit commencer par rappeler qu'il y a eu des dames combattantes. Là, vous avez toute une galerie de reines qui, en Europe, alors ce sont des reines parce qu'elles sont pour la plupart couronnées, hein, celles qui portent des couronnes, ce sont des reines. Les autres grandes dames portent simplement des coiffures, mais elles ont des écus qui montrent leur degré de noblesse et leur degré de puissance. C'est une allusion au fait que pendant la période des croisades, les seigneurs étant occupés à batailler et à chevaucher en terre lointaine, ce sont les femmes qui ont tenu les clés des royaumes, qui ont tenu en quelque sorte, qui ont continué la vie politique et la vie économique. Une des plus célèbres d'entre elles étant naturellement Aliénor d'Aquitaine. Alors, je continue. La Cité des Dames énumère un certain nombre de femmes puissantes, mais dans la construction de la Cité des Dames, alors vous voyez toujours sur l'image Christine à gauche en robe bleue, sans couronne, et les 3 déesses, raison, droiture et justice, qui l'assistent. Elles bâtissent la cité pierre après pierre, comme on le voit sur la partie de droite, c'est-à-dire qu'on organise cette cité, on construit ce lieu idéal où les femmes seront célébrées, où on pourra en effet se réjouir. Voilà, je reviens un peu en arrière pour vous montrer que ces femmes, elles vont danser, elles vont se réunir
Alors je vous lis là aussi en ancien français la ligne qui apparaît, qu'elle savait plus volontiers danser la carole au dieu d'amour. Et puis sous l'image, vous avez Laure Véissier, Carole à lait et Jean moult noblement ballet. Et beaucoup de personnes dansaient noblement. Voilà donc l'œuvre majeure de Christine de Pisan, La Cité des Dames, 1405, qui va achever de donner à l'œuvre de Christine de Pisan toute sa dimension, toute sa grandeur dans le combat féminin. Dernier combat de Christine de Pisan, c'est le soutien qu'elle apporte à Jeanne d'Arc. De 1418 à 1429, on perd la trace de Christine de Pisan. Est-ce que, vieillissante, elle s'est retirée dans un de ses béguinages, c'est-à-dire ces couvents laïques où les femmes étaient protégées de la fureur du monde? N'oubliez pas que 1418, c'est un des moments les plus difficiles de la guerre de 100 ans. Le royaume est ravagé par les Armagnacs et les Bourguignons, par les Anglais, par la ruine du royaume. C'est l'époque, je vous le rappelle, où le roi de France est réfugié à Bourges, où il ne règne que sur ce qui correspond en gros à l'étendue d'un département, et tout le reste du royaume est déchiré, parcouru par les grandes compagnies qui ravagent tout. Donc, Christine probablement s'est mise à l'abri à ce moment-là, jusqu'à ce que survienne l'épopée de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la grande héroïne, une des seules héroïnes de l'épopée française. Il faudra attendre des siècles et des siècles pour qu'une autre grande figure féminine s'impose dans l'histoire de France. On est en 1429. Jeanne d'Arc est auréolée de toutes ses victoires. Elle vient de remporter la victoire d'Orléans, qui débloque le roi de France. Elle vient de conduire le roi Charles VII au sacre à Reims, et elle n'a pas encore été arrêtée par la traîtrise et la cautèle des Anglais qui vont la brûler à Rouen en 1431. Alors vous avez donc là l'image écrit en rouge sous l'image, comment la pucelle fut tirée, fit tirer là j'ai du mal à lire, la lance à Troyes, nonobstant que le conseil était d'opinion que le roi lui commanda de s'en retourner. Ça raconte un des épisodes de la manière dont Jeanne s'est fait connaître auprès du roi, comment elle a été reconnue par le roi. Et donc, en 1429, Christine intervient une dernière fois dans le débat public pour écrire le Dit de Jeanne d'Arc, un long poème à la gloire de Jeanne d'Arc, parce que pour elle, Jeanne d'Arc représente l'idéal féminin, parce que Jeanne d'Arc est pour elle celle qui mérite d'entrer dans la Cité des Dames. Elle est l'incarnation de la femme forte, puisqu'elle conjugue la force militaire, elle conjugue la piété et la résilience contre les hommes. Ainsi, Christine de Pisan achève sa vie sur ses œuvres. Ainsi, Christine de Pisan nous apparaît désormais comme celle qui mérite de rester dans nos mémoires, une grande intellectuelle du XVe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi les aventures de Christine de Pisan